Sur la fachosphère, en 2 mots, l'ouvrage qu'ils viennent de publier, Dominique Albertini et David Doucet, chez Flammarion, c'est un ouvrage qui est important parce que sur la fachosphère, on avait force articles, force brève, force remarques, force commentaires. On n'avait pas d'études. La fachosphère, c'est un vaste continent puisque l'extrême droite a pris le pli extrêmement tôt, ils nous l'expliqueront, de se servir des nouveaux médias, d'arriver à communiquer par là, parce que pour eux, c'était un canot quantitatif, mais aussi qualitatif dans le domaine de la bataille culturelle. Résultat, on a dans cet Internet d'extrême droite, au-delà de ce qu'on peut connaître les uns et les autres lors de nos surfs, des choses qui tiennent de la contre-culture, avec des sites comme Zentropa, qui cherchent de nouvelles identités visuelles, qui cherchent à récupérer des héritages. On a des choses qui cherchent à aller imprégner le mainstream des droites, à agir comme un lobbying idéologique, et ça va être la réussite du site F de Souche, sur lequel je crois il y a des remarques extrêmement judicieuses dans cet ouvrage. Il y a aussi parfois des fonctions de laboratoire idéologique, et là je crois que par exemple le chapitre sur le site SOS Racaille, que peut-être certains d'entre vous ont connu il y a une quinzaine d'années, nous montre bien comment ce qui se passait dans une marge comme SOS Racaille, c'était quelque chose qui préfigurait peut-être certaines récompositions idéologiques plus mainstream. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Sarah. Alors Nicolas Lebourg a présenté un peu l'ouvrage La fachosphère. Il s'agit effectivement d'une enquête d'abord. J'aime bien d'abord présenter ce livre comme celui d'une enquête. Et vous avez présenté cet objet un peu obscur qu'est la fachosphère. Vous l'avez présenté d'abord par l'ensemble des animateurs qui sont les acteurs de ces sites internet, de ces blogs, des vidéos. Donc vous décrivez d'abord vraiment l'ensemble des acteurs de cette fachosphère. Vous montrez aussi les liens qu'ils ont les uns avec les autres, parfois l'absence de lien aussi entre ces différents acteurs. Et quand il y a des liens entre eux, vous montrez que ce sont à la fois des liens politiques, bien sûr, parfois des liens tactiques, des liens financiers aussi, puisque vous le montrez à plusieurs reprises dans votre ouvrage. Et vous décryptez leur convergence, leur divergence. Donc ce qui est très intéressant dans la façon dont vous travaillez, c'est que cette fachosphère, vous l'analysez sous toutes ses coutures. À la fois, vous en donnez une définition, vous en donnez une qualification. Et très important aussi, vous n'arrêtez pas là, puisque vous analysez aussi ce qu'elle est, et notamment vous l'analysez en lui donnant une tradition, enfin vous l'inscrivez dans une tradition politique française, évidemment, de l'extrême droite. Alors première question, 2 premières questions en une. Qui dit enquête dit méthode, et on sait qu'une bonne enquête, c'est d'abord une bonne méthode. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre ouvrage, c'est que vous auriez pu, comme on l'a déjà vu, axer d'abord votre enquête en considérant que vous alliez analyser les contenus des sites, analyser des données quantitatives et qualitatives, vous concentrer sur la façon dont les messages étaient reçus ou perçus. Non, vous avez voulu aller beaucoup plus loin et vous avez d'abord fait des entretiens avec l'ensemble de ces acteurs. Donc vraiment une question, parce que c'est un travail de plus de 2 ans d'enquête, donc c'est un vrai travail de terrain. Comment vous les avez rencontrés ? Comment ont-ils accepté ou pas de vous parler? Parce que pour ceux qui l'ont lu, vous avez pu vous apercevoir à quel point l'authenticité, la vérité du discours chez ces gens-là face à vous est quand même vraiment impressionnante. Et à partir de l'ensemble de ces entretiens, quelle définition vous donnez, quelle qualification vous donnez aujourd'hui de la fachosphère? Dominique, David, Dominique? C'est vrai qu'on a appliqué une méthode assez traditionnelle à un objet qui l'est beaucoup moins, c'est-à-dire qu'on est allé aux sources. On a fonctionné avec des entretiens absolument. On n'a pas forcément utilisé d'outils très sophistiqués pour analyser ces sites, leur contenu, leur audience. On est en revanche allé chercher les gens qui sont derrière pour connaître leur histoire, pour savoir quelles idées ils défendaient, par quels moyens, avec qui et dans quelle fin. Comment est-ce qu'on les a trouvés? Il y a dans cette fachosphère des gens qui sont d'anciens acteurs du Front National. Ce sont par exemple les gens qui sont derrière le site TV Liberté, qui est une télévision en ligne. On a des gens qui étaient au FN il y a quelques années, qui n'y sont plus pour différentes raisons, et qui sont maintenant, qui donnent dans le combat culturel. Donc c'est des gens qui, par contact interposé, via le FN, ont été assez faciles à trouver. Il y en a d'autres avec qui la confiance s'est installée au fil du temps. C'est le cas de Pierre Sautarel, l'animateur de F de Souche, avec David surtout, qui lui parle depuis des années. Voilà, et à chaque fois c'est un travail de mise en relation qui s'établit, et le plus gros travail était de convaincre ces gens, ça n'a pas toujours été simple, qu'on était là dans une démarche sincère de compréhension de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que, pour parler clairement, quand on travaille sur l'extrême droite, si vous arrivez avec la morale en bandoulière,
pour leur cracher au visage, ça ne va pas le faire du tout. Donc on a essayé, j'espère réussi à les convaincre qu'on était là pour comprendre ce qu'ils faisaient. Oui, ouais, je pense que tu l'as bien résumé. C'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de cette fachosphère qui refusent de parler aux médias. Donc, déjà, pour le terme rien de fachosphère, c'est pour le définir, pour nous, c'est l'ensemble des sites d'extrême droite. Et effectivement, on en reviendra après sur la définition de manière plus précise, mais ça rassemble des chapelles assez différentes, des catholiques traditionnalistes, des nationalistes révolutionnaires, des proches d'Alain Soral, de Dieudonné. Et finalement, ce qui fait leur cohésion à tous, c'est leur défiance vis-à-vis des médias. Et Pierre Sautarel, donc le fondateur de F de Souche, qui est l'un des sites les plus importants de cette mouvance, nous disait finalement ce qui nous rapproche, par exemple moi et Dieudonné, c'est que finalement c'est toujours les mêmes qui nous tapent dessus de manière dans leurs articles, ou alors ce sont des gens qui ne nous donnent pas la parole. Alors on a travaillé, donc on avait fait un précédent ouvrage sur l'histoire du Front National. Et c'est vrai qu'on avait essayé de ne pas les juger, de leur donner la parole, et bien sûr de recouper lorsqu'ils nous donnaient des informations, mais d'essayer de comprendre leur démarche. Parce que quand on est animateur d'un site comme le site F de Souche, si vous le suivez sur Twitter, vous allez voir que c'est quelqu'un qui passe son temps, voire sa vie, à tweeter des messages surtout, et à peu près n'importe quoi, de 8h du matin jusqu'à 22h le soir. Mais c'est un engagement absolu, c'est-à-dire qu'il fait de ce site sa propre start-up, et c'est tout simplement sa vie. Donc c'est un engagement absolu, et ce qui fait qu'il fallait pour nous passer par la sociologie, c'est-à-dire comprendre pourquoi ces acteurs ont fait le choix de s'emparer de ces médias, de s'emparer d'Internet pour diffuser leurs messages, pourquoi ils ne se sentaient pas représentés par les médias traditionnels, pourquoi aujourd'hui ils ont une audience qui est comparable au site, peut-être pas de Libération, mais bon, on va dire du mien, des Arocs, et pourquoi aujourd'hui ils arrivent à avoir une influence qui est considérable, puisqu'ils arrivent à monter des micro-événements. On en reviendra, on pourra prendre l'exemple tout à l'heure du concert de Black M, donc un ancien rappeur de Section d'Assaut, qui devait célébrer un événement à Verdun. Et en fait, le site F de Souche a réussi, en appelant ses internautes à appeler la mairie de Verdun, à boycotter cette commémoration et à annuler le concert. Ce qui prouve qu'ils ont un vrai pouvoir d'influence. Et donc, ça nous intéressait aussi de comprendre le succès de ces sites. Et on revient aussi dans l'introduction du livre, c'est que, en fait, traditionnellement, Internet n'est pas un continent qu'on aurait dit propice aux idées de gauche. Et finalement, ce sont sans doute eux, les sites d'extrême droite, qui se sont le mieux approprié cet outil. Voilà. Je vais peut-être juste terminer en donnant, Sarah, la définition que tu nous demandais de la fachosphère. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'extrême droite sur Internet. Voilà. Ce n'est pas un terme scientifique, c'est un terme médiatique, journalistique. Il a été inventé il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, ouais, c'est ça, ouais. 2008, lors de l'affaire Frédéric Mitterrand. Là, on le voit un peu fleurir. L'extrême droite sur Internet, c'est une définition qui a l'avantage de la simplicité. Elle a un inconvénient, c'est de ranger sous un même mot des réalités très différentes. On verra peut-être plus tard qu'entre un Alain Soral, un Pierre Sautarel ou un catholique traditionnaliste, il y a parfois autant de différences que de points communs. Ce qui nous permet de les ranger, à notre avis, sous le même thème, c'est le fait qu'ils relèvent d'un même champ politique et que finalement, sur les grands choix fondamentaux, leurs points communs vont plus que compenser leurs divergences ponctuelles. Justement, continuons là-dessus. Ce qui est vraiment intéressant dans la façon dont vous abordez les choses, c'est qu'à la fois, on voit bien comment la fachosphère est totalement inscrite dans l'histoire de l'extrême droite. On voit les points structurants, c'est-à-dire effectivement le lien direct avec le peuple sans passer par des intermédiaires qui sont des intermédiaires corrompus, les journalistes, les politiques, bref, tous ces corps intermédiaires qui corrompent le lien entre les élus, en tout cas les responsables du Front National, de l'extrême droite et le peuple. On voit aussi, vous venez de l'évoquer, la capacité de rassembler dans un seul et même pôle des gens qui sont avec des profils très antagonistes, parfois même qui viennent de courants politiques antagonistes, mais qui se rassemblent sur un ou deux sujets très précis. Donc on voit bien là qu'on est vraiment dans la tradition de l'extrême droite. Et à la fois, en vous lisant, je me suis dit avec vous, puisque c'est vous qui l'évoquez dans le livre, mais ça me paraît un point intéressant, que la fachosphère révèle en fait un paradoxe sur la période, c'est-à-dire qu'à la fois, on est vraiment dans la tradition de l'extrême droite, et à la fois, ils sont les plus à l'avant-garde par l'outil du web sur la façon dont ils travaillent, dont ils communiquent. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là une différence dans l'analyse traditionnelle qu'on a des courants politiques, avec des progressistes qui sont
normalement très ancrée dans la modernité, très ancrée dans les nouvelles technologies, est totalement à la ramasse sur ces sujets-là, et au contraire une extrême droite qui reste très conservatrice et très réactionnaire sur un certain nombre de sujets de fond évidemment, mais qui est à l'avant-garde sur les sujets. Est-ce qu'on n'est pas là sur un renversement de l'analyse traditionnelle qu'on fait? On est sur un renversement, et je dirais que l'une des grandes chances de la fachosphère, c'est d'avoir été à ce point, et de l'extrême droite sous-estimée. C'est que ceux qui voulaient lutter contre elle ont longtemps considéré que l'extrême droite était des ringards, ils étaient un peu bêtes, ils étaient un peu bas du front, ils n'étaient pas entrés dans la modernité, que leurs idées avaient 150 ans et que ils peuvent venir nous taquiner de temps en temps, mais que ce serait jamais bien méchant. Ben non, ce sont des gens qui se sont emparés aussi bien que d'autres, mieux que d'autres, plus tôt que d'autres, d'outils qui, c'est vrai, pendant un moment, on a pu penser que c'était un peu le précaré d'autres familles politiques. Et après tout, avec raison, il y a eu une époque, quand on dit l'extrême droite a gagné la bataille du web, c'est un titre, donc comme tous les titres, il est un peu réducteur. Il y a eu une époque où la gauche radicale alternative avait des positions très bien installées sur Internet. On constate aujourd'hui que l'extrême droite est à l'offensive. Le renversement dont tu parles, il est réel. L'extrême droite s'est emparée de ses outils. Et de manière générale, elle s'est emparée de tout un tas de choses, et a commencé par des concepts tels que la laïcité, tels que la liberté, telle que la démocratie, qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre dans sa bouche. Le travail de Marine Le Pen, consistant à embrigader les lumières, le discours sur les libertés, au service d'un idéal de société fermée, c'est quelque chose dont les conséquences, à mon avis, on n'a pas encore fini de les mesurer. Dialectiquement, c'est redoutable. Et le fait que des gens d'extrême droite se soient montrés sur le terrain d'Internet audacieux, novateurs, créatifs, sans complexe, doit nous faire réfléchir. Ce ne sont pas des gens, ceux dont on parle, qui sont, ils n'ont pas de complexe, c'est-à-dire qu'ils ont identifié des choses sur lesquelles ils ne reculeraient pas, de grandes convictions fondamentales. Mais quant aux moyens de les atteindre, quant aux moyens de diffuser ce message, ils sont d'une plasticité et d'une inventivité qui surprend les adversaires. Donc voilà, ne les sous-estimons pas. David. Oui, d'un point de vue assez chronologique, en fait, au milieu des années 2000, quand le web apparaît, le web 2.0 apparaît, il y a beaucoup de sociologues, de grands sociologues français comme Pierre Rosanvallon, qui se dit avec Internet, ça va être la cité idéale des progressistes. Il y en a d'autres comme Fabien Grandjean qui dit qu'il y a des affinités électives entre progressistes et Internet, donc fatalement ça va être un terrain pour la gauche et pour faire favoriser ses idées. Et dans un premier temps, vous vous souvenez peut-être d'un site qui s'appelait Indie Media, qui était un réseau international de sites de gauche et qui permettait de remonter des initiatives locales, notamment par exemple ce qu'avait fait José Bové à Millau, et on voyait que les altermondialistes se sont emparés d'Internet assez tôt. Très vite, en fait, le FN a lui aussi compris l'intérêt de s'emparer du web, et il l'a fait parce qu'il s'était, avant Internet même, il s'était emparé d'autres outils, comme le Minitel, fleuron de l'ingénierie à la française, mais aussi, on en parle dans le bouquin, de l'audiotel, par exemple. C'était un système qui, pour les moins de 30 ans de cette salle, dit sans doute rien, mais vous appeliez un numéro de téléphone et Jean-Marie Le Pen, comme un programme de cinéma, vous récitait son programme politique. Ils ont très tôt vendu des magnétoscopes, des VHS plutôt que des magnétoscopes, des VHS à la sortie des meetings. On raconte aussi une anecdote un peu truculente. Ils ont créé un jeu vidéo où Jean-Marie Le Pen devait échapper, comme dans le jeu Pac-Man, au président d'SOS Racisme. Donc ils ont toujours cherché des moyens pour contourner les médias traditionnels, pour s'adresser directement à leur électorat. Et donc cette inventivité, cette créativité, ils l'ont toujours eu, même dans la manière de filmer leurs meetings et d'être leurs propres médias. Et donc dès qu'ils ont vu apparaître donc, le Minitel, ils ont été l'un des premiers partis politiques français à avoir un site Minitel. Pour Internet, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ils ont été tout simplement les premiers 2 semaines avant les Verts. Et Yves Cochet, qui était à l'époque secrétaire, non, il était un des responsables des Verts à l'époque, il avait du mal à convaincre ses collègues en disant mais il y a quelque chose qui se passe sur Internet. Et ses camarades des Verts disent oh Internet, on s'en fout. Et il se rend compte que 2 semaines avant qu'il ait l'idée, qu'il ait pu l'entériner au bureau politique des Verts, le Front National l'a devancé et placarde une affiche en disant nous sommes le premier parti en ligne. Donc très vite, il s'empare du sujet et puis il le communique pour montrer
Français qui sont les premiers à s'emparer d'un outil qui va permettre de communiquer directement avec leur public. Et donc ils vont continuer et ils vont le faire aussi avec plus ou moins de succès. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Second Life, c'était un territoire virtuel. Là aussi, le FN a été le premier à créer une permanence frontiste sur ce continent virtuel. Donc on voit qu'ils ont toujours eu cette inventivité et ils l'ont encore aujourd'hui, à la différence près qu'aujourd'hui Marine Le Pen, et ça sans doute que Dominique peut mieux en parler que moi parce qu'il suit le FN de près à Libération, mais elle a accès à tous les médias mainstream, elle a même accès à des émissions de divertissement. On l'a vu avec Karine Le Marchand. Donc elle a plus la difficulté en fait, d'atteindre et de s'adresser directement au grand public. Donc en fait, Internet pour eux n'est plus un moyen direct de s'adresser. Enfin, il le reste, mais disons qu'ils n'ont plus la difficulté qu'ils pouvaient avoir par le passé dans les années 80 de ne pas avoir accès à la télévision. Donc aujourd'hui, Internet, et on en parlera sans doute après, c'est potentiellement un outil dérangeant parce que Marine Le Pen essaye de ripolliner l'image du parti, elle essaie de présenter un fronton présentable et lorsqu'on scrute les commentaires, même qu'il y a sous nos sites d'information, que ce soit à Libération, aux Inrocks ou même sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a énormément de commentaires, parfois de militants FN ou même de militants d'extrême droite, qui ne sont pas forcément en parfaite cohérence avec la ligne qui est défendue par Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, en fait, on voit bien que le FN sur Internet n'a pas tout à fait, enfin, c'est plus du tout la même arme que par le passé, puisque Internet révèle au contraire, écorne l'image actuelle du parti frontiste et montre ses limites, les limites de la stratégie de dédiabolisation du Front National. D'ailleurs, à un moment, vous évoquez le fait que Jean-Marie Le Pen n'a pas du tout été difficile à convaincre pour lancer ce site. On aurait pu penser que, vu son âge, vu la façon dont lui communiquait, il aurait pu être un peu plus réticent et que c'était les jeunes loups du FN qui devaient le convaincre. Au contraire, vous montrez qu'il a été tout à fait allant sur ce sujet-là et que voilà, c'est effectivement dès les années 90 que ça s'est fait. Justement, en continuant sur ce sujet-là de la puissance de frappe du Front National sur Internet, en regard, je me suis dit pourquoi la faiblesse, enfin pourquoi cette faiblesse en face? Pourquoi le camp des progressistes ou ceux qui sont dans la lutte contre le Front National ou l'extrême droite arrivent si peu à répondre? Et est-ce que c'est dû au fait qu'ils y sont depuis très longtemps? Comment est-ce que c'est par une utilisation des outils particuliers? Alors vous évoquez dans votre livre le fait qu'il y a déjà eu des tentatives, c'est pas que les gens restent muets, ils essayent. Ça a été soit par des entreprises un peu gouvernementales ou gouvernementales par des responsables politiques, mais que chacune des tentatives a échoué. Et vraiment, je voulais vous interroger sur la raison pour laquelle, à votre avis, la réponse en face était si faible et si inaudible. J'y vois plusieurs réponses. Bon, d'abord, l'avance que vous mentionniez, effectivement, le FN s'est emparé avant d'autres d'Internet et l'extrême droite en général. Il y a ensuite une réponse, mais qui tient un peu, si j'ose dire, à l'air du temps. Le FN et l'extrême droite sont forts sur Internet parce qu'ils sont forts dans la vraie vie, entre guillemets. Donc il n'est pas tout à fait étonnant que ce qu'on observe autour de nous se retrouve sur ce média et s'y retrouve de manière amplifiée parce que Internet a toujours été pour les marges politiques une sorte de niche écologique. Ne trouvant pas ou moins de relais dans les médias traditionnels, elle s'est toujours emparée avec plus d'appétit d'Internet, alors que les idéologies plus modérées, le cercle de la raison, si on veut l'appeler comme ça, avaient beaucoup moins de difficultés à diffuser ses idées et donc a peut-être ressenti, moins que d'autres, le besoin de s'emparer de ce terrain-là. D'autres raisons que j'identifie, d'abord peut-être un certain effet de sidération par rapport au phénomène. C'est vrai que, on l'a dit, il y a peut-être eu longtemps une sous-estimation de la capacité de l'extrême droite à s'emparer de ce terrain et donc peut-être un temps de latence avant de savoir comment réagir au phénomène. Je dirais qu'il y a aussi la difficulté de se mettre au même niveau que l'extrême droite quant aux méthodes qu'elle utilise. Militants de gauche, militants modérés, appelons-les comme ça, on a parfois tendance à vouloir se placer sur un terrain de discussion rationnelle avec des adversaires. On ne serait pas forcément d'accord, mais on pourrait au moins se mettre d'accord sur le fait de discuter rationnellement, d'échanger des arguments pondérés. Voilà. Et on a face à nous des gens qui utilisent des méthodes qui, pondérées, ne le sont pas du tout. On a affaire pas exclusivement, mais beaucoup aussi, à la diffusion de fausses informations, aux mensonges, au photomontage, aux citations sorties de leur contexte. Et donc il y a un côté extrêmement décomplexé quant aux moyens utilisés par l'extrême droite, face auxquels des militants habitués à des méthodes peut-être plus traditionnelles vont se demander comment faire. Est-ce que
est-ce que je vais sur ce terrain-là aussi? Est-ce que je tente une réponse plus traditionnelle, mais peut-être moins efficace et moins audible? Je terminerai avec une dernière raison pour expliquer la difficulté d'y répondre. C'est que les militants de gauche, pour parler d'eux, font face à des gens qui savent très bien qui ils sont, qui savent très bien ce qu'ils veulent, qui ont une doctrine pas toujours extrêmement charpentée, mais où sont parfaitement identifiés quelques points clés sur lesquels on l'a dit, ces gens ne lâcheront pas. Voilà. Donc on a affaire à des gens qui sont en dynamique, qui savent qui ils sont, qui en sont très fiers, qui sont sur un terrain qu'ils savent largement favorable à leurs idées. Et c'est vrai qu'en face, la gauche a peut-être tendance, elle, à ne pas savoir qui elle est, elle, à ne pas savoir tout à fait ce qu'elle défend, ou à ne pas le définir autrement qu'en termes très généraux. Et donc, effectivement, dans ce combat-là, on sent bien à quel point aussi il est inégal. Oui, je pense qu'il y a eu un effet de pas vouloir, d'aveuglement ou de ne pas vouloir voir le phénomène qui montait sur Internet. Quand on voit le succès des vidéos de Soral, de Dieudonné ou de sites comme F de Souche, c'est assez sidérant de voir qu'elles totalisent plusieurs millions de vues. Parfois dans un relatif amateurisme comme les vidéos de Dieudonné. Et finalement, durant très longtemps, en fait, la gauche a sous-estimé ce phénomène. On cite dans le livre un proche de l'équipe de campagne de François Hollande et qui travaille au sein du gouvernement aujourd'hui et qui montre les scores des vidéos à François Hollande, qui hallucine et qui dit non mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et ils sont pas du tout rendus compte de l'importance et de l'effet que ça avait sur une partie de la population française qui se sentait abandonnée, parfois en crise du sens, et qui ont trouvé sur ces vidéos une réponse à leurs questions. Alors, ils ont tenté des réponses. On raconte par exemple qu'il y a une réunion entre des anciens fondateurs de SOS Racisme, ils se disent on va créer le mouvement de mai pour répondre en ligne sur Internet, mais finalement, comme il y a des divergences politiques, ça ne se fait pas. On raconte aussi qu'à un moment, le gouvernement s'est dit bon, il y a quand même une montée du complotisme, on le voit même, si vous connaissez des professeurs, ils vous diront qu'en début d'années parfois scolaires, lorsqu'ils abordent certains thèmes d'histoire ou de géographie, enfin plutôt d'histoire, ils ont des réponses parfois étonnantes de leurs élèves parce qu'ils ont il y a parfois des jeunes, quand vous leur montrez une vidéo de Soral, ils estiment que parce que la personne comme il est chauve, il est forcément sachant, ils n'arrivent pas forcément à identifier, je dis pas ça pour moi, ils n'arrivent pas forcément à identifier le personnage. À partir du moment où il n'y a pas de sous-texte, c'est très compliqué de savoir qui est Alain Soral, qu'il a appartenu au Front National, etc. Donc à partir du moment où on a laissé en jachère ce terrain pour la fachosphère, effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'en sont nourris, parfois inconsciemment. Et donc, on raconte dans le livre qu'à un moment, il y a eu une volonté de produire un contre-discours en ligne. Mais le poids des institutions fait que effectivement, elles sont lourdes, elles ont du mal à se déplacer. Et il y avait un exemple, c'était une vidéo, enfin un site qui avait été lancé, qui était censé lutter contre les complots. Sauf qu'ils ont pris un youtubeur qui s'appelait Kevin Razi et qui lui-même avait participé à une séance de discussion avec un site qui est jugé complotiste. Donc on voit bien que l'arroseur a arrosé en quelque sorte, puisque au moment où ils veulent lancer un site contre les complots, ils se retrouvent eux-mêmes avec quelqu'un qui a à un moment participé à un échange plutôt comment on pourrait qualifier, plutôt ambigu. Donc on voit bien que c'est très compliqué pour la gauche de fournir une réponse. Alors, il y a une réponse judiciaire, on pourra en revenir avec ce qui s'est passé avec Manuel Valls qui a voulu interdire les spectacles de Dieudonné. Mais le risque qu'on prend, c'est d'une victimisation aussi de ces gens-là qui ont été écartés des plateaux de télévision et qui ont aujourd'hui leur succès en ligne. C'est parce qu'eux aussi se présentent comme les reclus du système. Donc c'est très compliqué d'adopter une réponse. Et la réponse à apporter, je pense, c'est d'investir aussi ce terrain. C'est pas forcément notre rôle, mais d'investir ce terrain pour répondre. Alors il y a des youtubeurs de gauche qui le font. On pourrait citer l'exemple d'Ozon Causé, d'Usul, des youtubeurs qui font de la vulgarisation et qui essayent de produire un discours politique progressiste. Deux dernières questions avant de passer à la salle. Vous évoquez à un moment le fait que le succès de la fachosphère, c'est un symptôme de l'état social du moment et ce n'est pas la cause de la montée du Front National. Et vous êtes extrêmement clair là-dessus et je vous partage à 100%.
Et à la fois, on se dit quand même que la diffusion, que l'infusion de l'ensemble de ces discours par tous ces biais-là, qu'ils soient les vidéos, y compris les messages postés sous des articles dits traditionnels, mais le fait qu'il y ait tous ces messages sur les réseaux sociaux, etc., on se dit aussi qu'il y a une diffusion du discours qui peut encore là entraîner encore une augmentation de la diffusion des discours du Front National. Et donc, est-ce que ça a un impact électoral? C'est encore un autre sujet. Mais il y a quand même à la fois, je partage le fait que c'est d'abord un symptôme d'un État social et pas la cause. C'est pas à cause d'Internet que le Front National est haut. Et à la fois, est-ce que c'est pas un truc qui est en train de s'auto-alimenter? Et voilà, donc c'est un peu la question de la cause et du symptôme qui... Absolument. C'est presque un phénomène cognitif. Je vous invite d'ailleurs à lire le bouquin excellent de Gérald Bronner sur la pensée extrême, qui nous fait comprendre ceci, c'est qu'une idée a d'autant plus de chances d'être acceptée par vous, par moi, qu'elle nous semble d'autant plus partagée. C'est très simple, il y a une pression sociale autour de nous. Si on a l'impression que nos choix sont validés par les gens qui nous entourent, eh ben, on va avoir tendance plus facilement à en faire les nôtres de choix, voilà, à endosser ces idées et peut-être à les diffuser à notre tour. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur Internet? Qu'est-ce qui se passe dans les commentaires des sites d'information? Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe sur les sites dont on parle? On a des espèces de chambres d'écho où les mêmes idées sont reproduites sans cesse sous des formes légèrement différentes, mais nous reviennent à la figure tous les jours, des dizaines de fois par jour, des centaines de fois par jour. Il y a des sites comme F de souche qui sont consacrés à faire la promotion d'une seule idée, à savoir l'immigration est mauvaise. Voilà. Et vous êtes peut-être quelqu'un qui, vaguement, avait le pressentiment que l'immigration n'est peut-être pas terrible, mais ce n'est pas des choses qui se disent, en tout cas qui ne se disent pas en bas de chez vous, qui ne se disent pas au café du coin, qui ne se disent pas en famille. C'est des choses dont vous pressentez que socialement elles sont mal acceptées, que vous vous exposez à de la réprobation, à la condamnation. Voilà, et donc vous n'allez peut-être pas les exprimer. Et là, vous arrivez dans un espace virtuel et vous êtes avec des dizaines, des centaines de gens qui pensent comme vous, qui valident vos idées, qui vont dans votre sens, qui reprennent ce que vous dites, qui l'enrichissent. Évidemment, cette idée, quand elle est à ce point validée, elle va s'enraciner, elle va se propager plus facilement qu'elle ne le fait dans la vraie vie, entre guillemets, où les défenseurs de cette idée vont être géographiquement dispersés, vont être entourés de gens qui ne pensent pas comme eux, qui vont les contredire, qui vont leur opposer des arguments. Et là, on a une espèce de forum virtuel où vous ne rencontrez que des choses qui vont dans ce sens-là. Donc évidemment, ça crée les conditions pour la diffusion et l'enrichissement, si j'ose dire, de ces idées. Et donc évidemment, ça soutient les structures qui vont porter ces idées sur le plan politique. Dernière question sur les relations entre le Front National et la fachosphère. Quand on n'y réfléchit pas trop, on se dit qu'il y a un lien, en tout cas un terrain idéologique tellement proche, que le lien entre les deux est assez évident, etc. Et puis plus on y regarde de près, surtout plus on vous lit, plus on se rend compte que les relations sont très complexes. Et surtout en ce moment, vous donnez par exemple l'exemple de Philippot, qui a une petite équipe autour de lui, qui vérifie bien sur chacun des candidats putatifs à des élections au titre du Front National, si sur leurs réseaux sociaux tout est clean, etc. Donc on voit bien qu'il y a un travail qui est fait au sein du FN. On voit bien aussi que parfois dans les animateurs de la fachosphère, il y a une prise de distance qui se fait par rapport au Front National. Donc cette relation complexe m'intéresse en dernier point. Et est-ce que du coup la fachosphère aujourd'hui n'est pas en train de devenir un vrai poison pour le Front National ? Oui, c'est possible. En fait, le FN, c'est l'astre central un peu de cette galaxie. Donc il y a beaucoup de ces militants qui ont un jour fréquenté le FN, qui ont un jour voté FN. C'est le cas d'Alain Soral qui a été membre du bureau politique du parti. C'est le cas de Pierre Sautarel, donc le fondateur de F de souche, qui a été prestataire de service et qui a convaincu à l'époque Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen de se mettre au format vidéo. Donc on voit tous qu'ils ont eu un moment, un accointance, un passage au Front National. Aujourd'hui, c'est vrai que leurs relations sont plus ou moins distendues. Il y a des moments de rapprochement et il y a des moments d'éloignement. Le FN a un moment voulu avoir son propre site, son propre F de souche en quelque sorte, son site qui serait un peu libre et puis qui serait une sorte d'organe de presse un peu indépendant et qui relayerait de manière complaisante la parole du parti. Ils ont essayé de le faire avec Louis Alliot, donc le compagnon de Marine Le Pen, et ça s'appelait Nation Presse Info. Sauf qu'en fait, ça n'a jamais eu le succès des autres sites parce qu'effectivement, ils étaient contraints de contrôler leurs paroles, de relayer les messages du parti. Et ce n'est pas ce que recherchent aujourd'hui les militants qui consultent ces sites. Ils sont à la recherche d'une parole plus libérée et ils les trouvent sur ces sites de la fachosphère.
on voit à travers F de souche les liens un peu compliqués et ambigus qu'entretient le FN et les sites de la fachosphère. C'est-à-dire qu'à la fois, Marine Le Pen a trouvé l'inspiration sur F de souche pour parfois lancer des buzz médiatiques, comme l'affaire Frédéric Mitterrand que Dominique évoquait tout à l'heure, où elle l'a accusé notamment de tourisme sexuel. Elle avait trouvé l'inspiration sur ce site. Et aujourd'hui, le site F de souche, qui défend une ligne plus identitaire, plus enracinée, plus proche de celle de Marion Maréchal Le Pen que de Marine Le Pen, aujourd'hui, elle lui empoisonne un peu la vie, puisque sur certains sujets, comme par exemple l'islam, F de souche va vouloir, par exemple, empêcher la construction d'une mosquée comme à Fréjus. Et il va appeler justement ces internautes à boycotter ce que peut faire le maire de Fréjus FN, David Racheline. Donc en fait, les sites de la fachosphère agissent un peu comme des lobbies face au Front National. Alors parfois Marine Le Pen les écoute, parfois non. Mais ce qu'il y a, et ce qu'on racontait effectivement avec cette cellule FN, c'est qu'aujourd'hui, le FN essaie de contrôler cette parole. Alors, il essaie de contrôler à la fois ses relations avec ces sites de la fachosphère en masquant un peu leurs relations, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, on essaie de ne pas dire qu'un tel ou un tel a appartenu au FN, et on a eu beaucoup de mal justement à retracer les parcours de différents protagonistes de cette fachosphère parce que les leaders du FN actuel refusent d'évoquer leur parcours au sein de l'institution. Mais il y a un deuxième élément, c'est qu'ils essayent de contrôler, donc et pour ce faire, ils avaient créé une sorte de réseau social fermé, une sorte de F de souche, un Facebook frontiste qui s'appelait les Patriotes. Et l'idée, c'était de dire, bon, on va réunir tous nos militants sur la même structure, et comme ça, dès qu'il y a un dérapage, hop, on supprime le commentaire, c'est clean, il n'y a pas d'article dans l'IB. Et en fait, ça n'a pas marché du tout, et le réseau social a fermé. Mais ils ont essayé justement de contrôler la parole. Aujourd'hui, on voit sur Facebook, Twitter, des militants qui se disent FN, et même des candidats à des élections, se lâchent totalement, et ça a fait l'objet de nombreux articles, à chaque fois, au cantonal, aux élections municipales. On voit que ça écorne, en fait, le message qui est diffusé par Marine Le Pen. Et donc c'est toute l'ambiguïté entre à la fois un outil qui est libre et qui a propulsé le Front National, et aujourd'hui un outil qui montre aussi toutes les carences et toute l'écart en fait, entre la base militante du FN et le discours qui est diffusé à sa tête. Et pour compléter d'un mot ce que tu as très bien dit, Internet me semble être le meilleur révélateur de cette tension qu'on a toujours trouvée au FN et qu'à mon avis on y trouvera toujours, entre la normalisation et la radicalité. Le FN a besoin des deux. Il a besoin d'être normalisé pour ne pas repousser trop de monde, il a besoin d'être radical pour apparaître différent et pour continuer à être ce qu'il est, un parti de contestation radicale du système. Il ne peut pas renoncer à l'un, il ne peut pas renoncer à l'autre. Et donc, avec Internet, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas renoncer à cette soupape que représente Internet, où ces militants vont pouvoir dire des choses qu'on ne les laisse plus dire dans les réunions du parti, qu'on leur défend de dire devant les médias. Ce qu'ils ne peuvent pas dire là, les militants vont le dire sur leur page Facebook, sur leur page Internet. Tu l'as dit, les médias s'en sont fait l'écho aux élections. Et pourtant, on ne peut pas non plus trop les laisser dire. On voit bien à quel point ça contredit la stratégie de normalisation de Marine Le Pen. Et donc, effectivement, la petite cellule dont tu parles, qui, depuis le siège du FN, tient des tableurs Excel avec le nom de ses candidats, leur pédigré et les propos qu'ils ont tenus sur Twitter, elle tourne à fond et elle va continuer à tourner à fond parce qu'il n'y a pas pour le FN de moyen d'échapper à cette contradiction entre la nécessaire normalisation et la nécessaire radicalité. Merci beaucoup. C'est un premier tour d'horizon qui montre très bien l'éventail que vous avez traité dans ce livre. Mais il y a tellement d'autres choses dans ce livre que je propose qu'on passe maintenant au débat avec la salle. Vous êtes nombreux. On a essayé de faire court dans cette premier propos introductif pour vous laisser le plus de temps possible. Alors, Alice, qui est là, un micro et... Alors attendez, parce qu'on va faire avec des micros pour que... D'abord, je vais me reculer pour que les gens qui sont là puissent mieux voir nos invités. On va prendre plusieurs questions. Ouais, 4-5. Tu vas regarder la trace des questions ? On va regarder la trace des questions, ouais. On va noter. C'est bon ? Alors, oui. Alice. Bonjour. Vous m'entendez ? Ça marche ? Bonjour, Romain, j'habite Mantes-la-Ville et je suis membre d'un collectif citoyen qui s'appelle le collectif de réflexion et d'initiative citoyenne. Et à ce double titre, en fait, moi je travaille à la fois sur la déconstruction des idées du Front National et aussi, là, ce qui m'intéresse en particulier avec votre travail, c'est comment faire pour
contrecarrer les moyens que eux ils emploient. Vous l'avez évoqué, la censure politique, ça ne fonctionne pas puisque ça les met dans une position de victime et donc du coup c'est contre-productif. Quels sont les moyens aujourd'hui qu'on a ou qu'on pourrait imaginer, inventer justement pour les contrer sur la diffusion de propos mensongers, d'images truquées, etc., qui sont diffusées aujourd'hui, soit sur des sites propriétaires, soit sur des réseaux sociaux. Merci. On va prendre quelques autres questions. Ah, ok, très bien. Allez-y. Bonjour Laurent, merci pour votre exposé. Je rejoins un petit peu la question de Romain en l'occurrence. Je trouve que dans ces sites, pour ce que j'y vois, il y a une forme de fanatisme des gens qui viennent et qui y participent. On aurait beau leur expliquer que 2 plus 2 égale 4, s'ils sont persuadés que c'est 3, très rapidement on va tourner à l'insulte, au déni. Est-ce que c'est déjà... c'est des caractéristiques que vous remarquez et du coup je rejoins sa question, comment essayer de leur prouver que 2 plus 2 égale 4? Bon, on prend encore 2. Ouais, allez-y, et puis après devant. Oui, bonsoir, Tristan. Donc je suis musicien. Je voulais aborder en fait le thème de la culture avec vous, sachant que voilà, vous avez parlé de Dieudonné, qui a été à un moment donné le plus grand vendeur de tickets, que Soral a une boutique en ligne, qu'ils avaient même fait un label de musique. Donc voilà, justement, vu que vous appartenez aussi à ce monde de la culture, je voulais savoir un peu quelle était votre appréciation et peut-être aussi des solutions positives sur cette question de la culture. Voilà. Ok, une dernière ici, et après... Allô ? Allez-y. Bonsoir. Donc moi je m'intéresse plutôt de savoir si cette fachosphère-là, quel est leur potentiel, le potentiel de la fachosphère d'embrigadement de ces gens qui éventuellement seraient embrigadés, ils deviendraient des militants. Par ces biais-là, quelle est la débauchée électorale la plus logique? Ici, il y a un rapport entre ces nouveaux ouvriers marinistes qu'on parle depuis un certain temps et les publics qui fréquentent la toile facho. Voilà. Ce qui est intéressant sur 3 de vos questions, c'est comment on rapporte du rationnel dans l'irrationnel. Voilà, donc il y a effectivement une question liée à la culture, mais au-delà de ça, dans les 3 premières questions, dans les 3 autres questions, sur la question de l'outillage, mais aussi comment on remet de la rationalité face à des discours qui parfois paraissent très irrationnels. Alors, David ? Comment faire pour contrer ce message? Déjà, nous, on n'est pas des militants politiques. On a observé le phénomène, mais on n'a pas forcément réfléchi aux moyens en œuvre pour y répondre, parce que ça revient, je pense, à l'institution publique de le faire. Mais en tant que journaliste, je pense que... parce qu'en fait, ils surfent quand même sur une défiance qui est assez communément répandue, c'est de l'hostilité vis-à-vis des médias. Là, je regardais un sondage là récemment que j'espère les futurs étudiants en journalisme ne regarderont pas, mais le métier de journaliste est le métier le plus détesté et je crois que près de 55% des Français ne croient plus dans les journalistes et estiment qu'ils sont corrompus. Donc à partir de là, à partir du moment où il y a une telle défiance vis-à-vis des médias, c'est compliqué pour nous de les rattraper. Et je pense que si on doit parler à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle de journalistes et pas à l'échelle d'hommes politiques que nous ne sommes pas, c'est de reconnaître nos erreurs. Il peut y avoir des erreurs dans ce livre, il peut y en avoir dans nos papiers. Et lorsque l'on en fait, et lorsqu'on manque justement d'objectivité, il faut savoir le reconnaître, savoir reconnaître ses erreurs. Dans ce livre, on a essayé d'aller au plus près, de les rencontrer, d'être au plus proche des faits, d'avoir un traitement à l'anglo-saxonne. Je pense que c'est le meilleur moyen justement pour ne pas faire monter cette défiance vis-à-vis des médias. Durant très longtemps, on a traité le Front National de manière moralisatrice. Lorsque Jean-Marie Le Pen est invité à l'heure de vérité en 84, il y a François-Henri de Virieux qui dit « Vous faites peur et vous êtes un homme marginal, etc. » Au début de l'émission, il est à 2 ou 3%. À la fin de l'émission, il termine à 11%. Et finalement, aux élections européennes, ce marginal politique, il arrive à justement avoir une dizaine de députés. Donc on voit que le traitement moral de l'extrême droite n'a pas répondu justement et n'a pas fait baisser le Front National, bien au contraire. Donc je pense qu'il faut s'approcher d'un traitement le plus honnête possible, le plus proche des faits. Deux autres éléments, je pense, tu avais d'autres éléments toi là-dessus ?
Sur les moyens d'y répondre. Parce que j'avais une autre idée en tête, mais que Je t'en prie. Vas-y, donc, continue, je vais leur Sur les moyens de répondre, juste en 3 points. D'abord, pour les phénomènes les plus graves de diffamation, de menaces ou de mensonges, je vous encourage simplement à en parler à la justice, parce que quand ça en relève, il ne faut pas hésiter. Et également aux hébergeurs. Il y a des cas qui relèvent du droit, servez-vous-en. Concernant les moyens de répondre, il y a évidemment l'idée de se mettre au même niveau qu'eux en matière d'inventivité. On l'a dit, c'est des gens qui n'ont pas de complexe, qui utilisent toutes sortes de médiums, la vidéo, beaucoup d'ailleurs la vidéo, c'était l'une des clés du succès de F de Souche, qui chassent en meute, qui ne vont pas hésiter à se mettre à beaucoup pour relayer un même message, de manière à créer la chambre d'écho dont on parlait et donner l'impression qu'un message uniforme submerge tout. Mais je n'ai pas envie de séparer la question d'Internet de celle de la vraie vie, entre guillemets, de donner l'impression qu'il y aurait des solutions qui régleraient le problème en ligne et puis ça irait bien. La force de ces gens, c'est d'avoir une vision du monde. Une vision du monde, ce n'est pas forcément rationnel et même s'il est très respectable, l'idée de rendre tout ça rationnel me semble un peu excessivement optimiste. Ces gens ont une vision du monde, c'est-à-dire qu'ils ont une explication cohérente à la plupart des grands phénomènes qui soient tout à fait quotidiens et se passent au coin de notre rue ou qui se passent à l'autre bout du monde. On peut ne pas être d'accord avec cette vision du monde, on peut la trouver dangereuse, irréaliste ou idiote, mais ils en ont et elle a une cohérence. La réponse qu'ils apportent à la plupart de nos problèmes, c'est la frontière, c'est la limite, c'est la séparation, que ce soit une frontière physique, que ce soit une frontière culturelle, que ce soit une frontière ethnique. C'est un thème récurrent qui vient rythmer leurs propos et qui a de la force, c'est puissant. On est d'accord ou pas avec ça, mais c'est puissant. Et moi, j'appelle les adversaires de ce discours à avoir aussi une vision du monde, c'est-à-dire quelque chose de construit, d'articulé, qui puisse se défendre, qu'on sache formuler, dont on soit convaincu, dont on soit fier. Et à mon avis, le seul moyen de répondre à un corps d'idées aussi puissant et séducteur pour beaucoup que celui que nous propose l'extrême droite, c'est de construire le sien, le nôtre. Oui, le deuxième truc que je voulais dire, hormis à la pure échelle de journaliste, c'est hormis le fait d'avoir un traitement impartial, c'est aussi pour les adversaires de la fachosphère d'investir ce terrain. On a interrogé l'un des youtubeurs de gauche qui est le plus en vogue actuellement, qui s'appelle Usul, qui a beaucoup travaillé sur Nuit debout, etc. Et il se désolait de voir que des penseurs de gauche d'aujourd'hui, comme assez jeunes, comme Édouard Louis, préfèrent la Tribune au Monde, préfèrent le livre, plutôt qu'investir une vidéo YouTube et répondre sur ce terrain, qui reste, encore une fois, assez en jachère et qui n'est pas assez investi par les forces de gauche. Sur la culture, c'est une question très intéressante puisque le phénomène dont on parle a plus à voir avec la culture qu'avec la politique électorale. On a des gens qui représentent une contre-culture, avec ses codes, avec ses références, avec ses produits dérivés, avec ses mots de passe. La quenelle du Dieudonné, on peut rigoler. C'est un élément de contre-culture. Par exemple, c'est quelque chose, ça a été massif, ça a été populaire dans une partie au moins de la jeunesse. C'est un geste d'une grande plasticité où chacun mettait un peu ce qu'il voulait, mais il y avait quand même toujours une dimension subversive. Le genre de truc qu'il est très facile de prendre de haut, et parfois d'ailleurs légitime parce qu'il y a beaucoup de gens qui le faisaient sans en connaître le sens, mais c'est culturel, c'est quelque chose, ça relève de la contre-culture. Donc on a raison de parler de culture là-dessus. Quand Dieudonné fait des chansons, quand Soral vend des bouquins, c'est une contre-culture qu'il essaie de pousser. Et alors, quitte à lasser, j'en suis désolé d'avance, je vais revenir à ce que je disais, à savoir que à cette culture ou à cette contre-culture, il est urgent d'opposer autre chose en termes culturels, c'est-à-dire une autre vision, quelque chose de structuré, quelque chose qui... le mot est ambitieux, mais
Voilà, la réponse purement morale, la simple réprobation ne suffira pas. Il faut proposer quelque chose, de séduisant, il faut proposer quelque chose de performant en termes d'explication de ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et c'est sur ce terrain-là, c'est d'ailleurs la dernière phrase de notre ouvrage, qu'on peut espérer combattre cette famille politique. Sur d'autres terrains, on peut espérer peut-être au mieux la contenir, mais sans doute pas beaucoup plus. Merci, on continue. Alors, il y a monsieur devant. Après, on va aller à droite. Bonsoir, vous parliez au début de liens tactiques. Est-ce que vous aviez remarqué, par exemple, sur certaines opérations, une diffusion d'une information, l'attaque de quelqu'un, que peut-être il y a ces protagonistes, et c'est les grands centres médiatiques de la fachosphère qui se seraient réunis à l'avance pour décider d'une certaine stratégie, afin de créer un certain événement d'information, où ça se fait plus ou moins naturellement, parce qu'il y en a un qui commence à le dire, et puis les autres se disent « Ah oui, bon, on pense à peu près à la même chose ». Est-ce que c'est un peu prémédité et stratégique, ou ça se fait organiquement ? Non, ça se fait de manière assez organique. C'est-à-dire qu'ils vont tout simplement eux-mêmes être alertés par des militants anonymes. Ils vont relayer l'information sur leur site, et puis d'autres sites vont s'en faire l'écho. Mais il y a assez peu de liens finalement d'opérations concertées. Le seul peut-être exemple d'opération concertée qu'on pourrait relever, c'est la Manif pour tous, où effectivement le site Le Salon Beige, qui était le premier site catholique traditionnaliste en France, a servi de plateforme logistique et opérait avec d'autres sites de la mouvance. Et on raconte notamment, donc c'est Dominique qui a écrit ce chapitre, notamment il y a un homme derrière tous ces sites, derrière toute cette cathosphère, qui s'appelle Guillaume de Thieulois, qui est une sorte de citizen Kane catholique, qui est un ancien, je pense que tu le décriras mieux que moi, mais qui est un ancien attaché de presse, attaché parlementaire de Jean-Claude Gaudin, et qui est en train de racheter tous les sites de la mouvance pour en faire une arme, pour réarmer la pensée catholique. Je dirais qu'on est au point de rencontre entre les deux logiques que vous décrivez, c'est-à-dire la logique complètement organique et la logique un peu centralisatrice. On a des choses qui partent souvent d'un internaute qui repère un sujet et qui le balance, qui va être repris par quelques-uns de ses amis, et jusqu'à ce point, on est dans la logique un peu spontanée dont vous parlez. Du moment où de ce sujet s'empare l'une des grandes plateformes qu'on décrit, là, on va être plus dans un processus où les gérants de ces sites vont essayer de faire monter l'information, donner consigne à leurs lecteurs de la relayer. Et donc là, on est dans quelque chose, effectivement, qui, sans être complètement pyramidal, est déjà un peu plus organisé. Donc, je dirais que c'est un modèle collaboratif, voilà, pour dire qu'on est à peu près entre le modèle du donneur d'ordre et celui de la pure horizontalité. Une question. Oui, Marie-Hélène Lopez-Jolivet, je voulais témoigner par rapport à ce que vous avez dit concernant les réponses juridiques et les enquêtes concernant les attaques des sites. Moi, j'ai été attaquée, diffamée par un site qui s'appelle propagandeinfo.com, donc tenu par un certain Lahaye, mais très en lien avec Serge Ayoub et compagnie. Et en fait, donc, à la suite de l'interdiction d'un concert de Oil Music sur ma ville. À la suite de ça, donc, j'ai porté plainte pour diffamation. On a très vite vu les limites, en fait, parce que la diffamation, ça ne marche pas au tribunal. Donc on avait trouvé un angle qui était les propos ouvertement antisémites avec de nouveaux concepts, qui étaient les concepts de néo-juifs, en fait, qui pouvaient s'étendre à toute personne qui avait la même conception que, soi-disant, les juifs avaient de la vie politique. Et donc on est allé jusqu'en appel, puisqu'on a gagné en première instance, mais on voit bien la machine juridique y compris, qui se met en œuvre. D'abord, ce qui était bien, c'est que la police a réussi à remonter le site qui était en Irlande, donc ça c'était déjà une première victoire. Mais en fait, pour échouer 4 ou 5 ans plus tard, en appel, parce que le tribunal a estimé qu'en l'occurrence, sur le fait d'être traité de femelle néo-juive n'était pas une insulte. Donc c'est quand même assez difficile aujourd'hui d'avoir un outil juridique qui paraît faible lorsqu'on s'attaque à des sites qui sont mais vraiment tellement antisémites que ça paraît tellement énorme qu'on ne puisse pas avoir l'arsenal suffisant pour pouvoir contrer ces sites-là.
C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de ces sites qui sont hébergés à l'étranger. Par exemple, le site F2 Souche est hébergé en Suède chez PQR, qui est l'hébergeur de Wikileaks, et donc hors de portée des institutions françaises. Et effectivement, la machine judiciaire est parfois assez lente. Et il y a un autre biais, c'est que souvent les propos qui sont prononcés sur les réseaux sociaux, en fait, la justice française n'est pas soumise au même cadre légal. Parce qu'on voit que, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus permissifs qu'en France. Donc des propos qui pourraient être considérés comme antisémites en France ne le sont pas aux États-Unis. Donc c'est assez compliqué, effectivement, pour faire remonter parfois des plaintes pour diffamation ou des insultes. Et je vais mentionner une autre difficulté. Alors les propos que vous mentionnez sont tout à fait explicites, mais il y a de la part de l'extrême droite, et c'est un effet pervers du droit, une stratégie de contournement lexical assez performante. Je m'explique, Pierre Sautarel de F2 Souche nous dit que la meilleure chose qui soit arrivée à sa famille politique, ce sont les lois qui répriment les injures raciales et le négationnisme. Parce que ce sont des choses qui ont rendu impossible, sauf à quelques têtes brûlées, d'exprimer très crûment des choses très racistes. Voilà. Et donc ça a forcé les acteurs de cette famille à trouver des manières détournées de les exprimer. Des euphémismes, des expressions à tiroir, des choses qui ne sont compréhensibles que par des initiés, ou alors des mots tout à fait banals, mais qui prennent sous leur plume un sens qu'on devine sans qu'il soit clairement exprimé. Voilà. Et donc ça c'est compliqué, parce qu'on est face à des discours qui ont les apparences du tolérable, mais dont le fond en est assez éloigné. Et donc là, on est face à, c'est peut-être pas le cas du site que vous mentionnez, mais sur beaucoup d'autres cas, on est face à ces stratégies où certaines lois répressives ont forcé l'extrême droite à devenir plus intelligente, en quelque sorte, et donc plus difficilement sanctionnable. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui des responsables du Front National, je pense notamment à Valorant de Saint-Just, citer Voltaire à tout bout de champ dès qu'on cherche à l'interdire de parler ou de s'exprimer, en disant grâce à Voltaire aujourd'hui je peux m'exprimer, faisant mine de se situer dans une ligne politique qui est quand même celle des Lumières. Donc on est effectivement dans un tel renversement qu'aujourd'hui on est un peu sidéré, un peu démuni face à ça. Donc effectivement il faut reprendre cette bataille-là. Pour prolonger ce que tu dis, qui est tout à fait exact, à cet égard, Marine Le Pen est autant une enfant de ces lois que Pierre Sautarel, puisque c'est la même logique notamment de contournement ou détournement lexical. Absolument. Madame, vous avez le micro. Allez-y. Bonsoir. Je travaille pour un comité d'entreprise qui a choisi de répondre à la sollicitation du ministère de l'Intérieur pour ouvrir en fait des centres de vacances qu'on possède, les ouvrir aux migrants. Et sur ces questions, on a bien évidemment affaire à la fachosphère qui est extrêmement active, à la fois sur notre site internet, les commentaires qu'ils peuvent laisser sur notre journal en ligne, enfin les articles qu'on peut publier, sur la page Facebook bien sûr. Dans la mesure où, effectivement, vous avez dit tout à l'heure que la censure fait qu'il se victimise, quels seraient vos... Enfin, parce qu'on a une politique finalement de réponse qui n'est pas tellement définie en fait en termes de censure de commentaires ou de... Donc vous, quelles seraient vos préconisations par rapport à ça en fait? C'est compliqué. Parce que, moi, par exemple, j'ai essayé de dialoguer avec eux. On racontait, par exemple, sur F2 Souche, moi, j'ai commencé, avant même d'être journaliste, à travailler sur ce sujet. Et j'avais travaillé dès 2010 sur F2 Souche. C'était l'un des premiers papiers en tant qu'apprenti journaliste sur un blog. Et à un moment, je m'étais dit, il faut sortir ces gens-là du ghetto et puis il faut leur répondre sur leur terrain. Et je lui ai dit, puisque, je m'adressais à Pierre Sautarel, puisque tu publies sans arrêt des articles anxiogènes sur l'immigration, moi je te propose d'en publier un qui démontrait de manière assez pragmatique avec un économiste le lien entre immigration et délinquance, le lien entre démonter le coût économique que lui brandissait sur l'immigration. Et donc il l'a publié sur F2 Souche. Vous pouvez encore le trouver, ça s'appelle Tribune multiculturelle. Et donc je pensais avoir un dialogue raisonné avec ces gens-là. Je me suis retrouvé avec 600 commentaires. Alors il y avait parfois des commentaires intelligents, mais c'est très compliqué de dialoguer avec eux. Et même si nous, dans notre livre ou dans nos interventions dans les médias, on essaye d'être pas dans la moralisation,
quand je lis les commentaires qu'il y a sur ces sites, bon, je vais vous épargner, mais bon, c'est assez gratiné. Et lorsque je lui dis, tu te rends bien compte du lectorat que tu as, il me dit, oui, mais bon, c'est des demeurés, moi-même, je ne les lis plus. Donc, le fondateur de là-dessus, je dis ça. Donc, on voit bien que, bon, lui-même se rend compte qu'il y a une partie de sa base qui lui échappe et qui, effectivement, c'est très compliqué d'avoir un dialogue avec eux parce que ce sont des gens... Bon, il y a des gens qui sont tout simplement des bêtas, qui sont racistes. Il y en a d'autres qui sont frustrés, qui ont une vraie souffrance sociale. Et c'est compliqué sur Internet d'apporter une réponse. Et nous, par exemple, pour les Inrock, on est l'une des pages Facebook les plus trollées, entre guillemets, parce qu'on est l'emblème du bobo parisien. Lorsqu'on essaye de répondre aux gens en disant que ça va peut-être au-delà de cette caricature, c'est très très compliqué d'entamer un discours en ligne. Alors, j'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai essayé. Et je n'ai pas de réponse à apporter à cette question. Dominique ? Pas mieux. Monsieur. Oui, bonsoir. Je me permets de vous poser 2 questions. Mettez bien le micro pour que tout le monde vous entende. Je me permets de vous poser 2 questions. Donc, tout à l'heure, vous parliez du succès de la fachosphère. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le succès de la fachosphère, il est aussi lié à la faillite des médias traditionnels et des partis politiques en place, PS en tête? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ce serait de dire, tout à l'heure, vous parliez de vision du monde. Et est-ce que la gauche, encore une fois le PS en tête, n'a pas abandonné cette vision du monde au profit de l'extrême droite? Par exemple, le PS, normalement, a une tradition avec Gramsci, notamment via le combat culturel. Et est-ce que la gauche n'a pas abandonné tout ça et l'a laissé au profit de l'extrême droite qui a réussi, elle, à la récupérer et à mener un combat culturel total? Je vais commencer. Tu vas peut-être commencer? Non, après, je tourne. Non, vas-y. Je vais commencer par votre deuxième question, si vous le permettez, parce qu'elle est passionnante. Mon avis personnel est que oui, et que le parti qui a aujourd'hui la vision du monde la plus complète et la plus cohérente, quoi qu'on en pense par ailleurs, c'est-à-dire qu'on décide de l'approuver ou au contraire de la rejeter, c'est le Front National qui a toutes les grandes problématiques qui se présentent aujourd'hui, qu'encore une fois, qu'elles se passent au coin de notre rue ou à l'autre bout du monde, apporte la même réponse qui est la frontière. La frontière, la frontière, la frontière. Vous aimez ou vous aimez pas, c'est simple, c'est cohérent, ça parle à plein de monde et manifestement, ça marche pas trop mal. Voilà. S'il fallait résumer d'un mot ou de quelques mots, comme c'est malheureusement nécessaire, la doctrine du Parti socialiste ou d'autres mouvements d'ailleurs, je serais bien en peine de le faire. Je ne sais pas si vous y arrivez. Si vous y arrivez, je suis tout à fait preneur parce que c'est compliqué. Donc, oui, le FN a une vision du monde. Oui, elle est cohérente, elle est charpentée, elle est séduisante. À mon avis, ça ne se combat pas par des anathèmes, ça se combat en lui opposant une autre vision du monde. Elle aussi charpentée, elle aussi cohérente, elle aussi séduisante. La première question, est-ce que le succès de la fachosphère est lié à l'échec des médias aussi, parce qu'on ne va pas s'exonérer, David, moi et nos camarades, de ce phénomène? Oui, bien sûr. Bien sûr, toute l'ambition de la fachosphère, c'est que les gens qui vont la visiter finissent par se passer de nous. Leur ambition, c'est de réinformer, ce qui sous-entend que nous désinformons. Les sondages démontrent que les médias, parmi d'autres institutions, font l'objet d'une crise de confiance assez massive. Donc oui, évidemment, le succès de ce milieu-là nous interroge sur nos limites, sur nos échecs, et il serait peut-être temps aussi d'y réfléchir, absolument. Je suis d'accord, et puis d'autant plus que beaucoup des membres de cette fachosphère sont des anciens de la Nouvelle Droite qui ont mené la bataille culturelle dans les années 80 dans des médias comme le Figaro Magazine. Et par exemple, un personnage comme Jean-Yves Le Gallou, qui est le théoricien de la préférence nationale, qui est un cadre du FN, et qui aujourd'hui est à la pointe dans la critique des médias sur Internet, au milieu des années 2000, il a écrit un petit texte sur son blog, et il s'appelait 12 thèses pour un gramschisme technologique, et il encourageait ses ouailles à se saisir d'Internet justement pour critiquer les médias et pour se réapproprier le web. Aujourd'hui, il fait des cérémonies, dont une qui s'appelle les Bobards d'or, où il distribue des petites statuettes en forme de Pinocchio
pour dénoncer les pires mensonges, les pires erreurs qui sont proférées dans les médias. Et parfois, effectivement, ils tombent sur de vraies erreurs journalistiques, parfois non. Mais nous, on a eu une discussion à un moment à bâton rompu avec lui, on disait, mais c'est quoi votre but également? Est-ce que c'est de corriger les erreurs des médias? Effectivement, on est tous, Dominique ou moi, prisonniers d'un environnement socio-culturel et c'est parfois difficile de s'en détacher. Enfin, on tend tous à l'objectivité, mais c'est très compliqué. Est-ce que c'est de corriger nos erreurs, d'avoir un traitement plus proche de la réalité, plus proche des faits? Et il nous disait non, en fait, notre but, c'est de vous remplacer. Donc le but, c'est l'affaissement des médias. Le but, c'est pas de les corriger. Donc effectivement, ils sont dans un combat à mort, quoi. Je me permets d'apporter un semblant de bout de réponse en tant que socialiste de la tablée sur la responsabilité du parti. En tout cas de la famille socialiste. Moi, je crois qu'il y a eu effectivement, et je suis d'accord avec vous donc dans l'ensemble, mais il ne s'agit pas seulement de pouvoir dire, quand on est un élu socialiste, de dire effectivement on a lâché ce combat-là, ou en tout cas on a lâché le fait de donner une perspective politique et donner une grille de lecture. Ça c'est vrai, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Moi, il me semble que la première erreur qu'on a commise à ce propos-là, c'est qu'on a considéré que la gauche, elle était vertueuse quand elle faisait. On a considéré que la vertu de la gauche, c'était de faire des politiques publiques, de construire de la politique publique, sauf qu'à mon sens, on ne peut pas faire si on ne pense pas. Et je pense qu'on a d'abord une très grande défaite du champ intellectuel aujourd'hui, de manière globale, mais surtout à gauche. Aujourd'hui, au sein du Parti socialiste, on est peu alimenté et on s'alimente peu nous-mêmes dans le champ de la pensée, en considérant que ce qu'on fait, et nos politiques publiques, moi je les revendique avec beaucoup de plaisir, y compris à pouvoir dire ce qu'on a fait. En revanche, je suis parfois dans l'incapacité de qualifier en quelques phrases, en quelques mots, le combat qui a été le nôtre, pourquoi on a fait ces politiques publiques-là. Et quand on n'est pas capable de se situer dans ce champ politique, de dire j'ai fait une politique publique, c'est-à-dire que j'ai fait telle et telle chose, voté à l'Assemblée nationale, dans les collectivités territoriales, mais qu'on n'est pas en capacité de dire au nom de quoi on le fait et pour qui, et je pense que c'est ces deux questions-là qui nous manquent aujourd'hui quand on est dans la responsabilité politique du parti, effectivement c'est une difficulté. Dernière chose, sur la bataille culturelle. L'autre erreur qu'on a pu commettre, c'est par exemple sur les villes gérées aujourd'hui par le Front National, quand ils mettaient dans leur programme en 2014, avant les municipales, qu'ils allaient, en fonction des villes ça changeait un peu, mais qu'ils allaient supprimer la cantine pour les enfants de chômeurs ou supprimer l'accès au centre de loisirs pour les enfants dont les parents ne travaillaient pas. Qu'est-ce qu'on a fait après la victoire des villes FN? On a dit il faut démasquer le Front National. Regardez, c'est abominable ce qu'ils font. Bah oui, ils ont fait ce qu'ils avaient dit dans leur programme. Et qu'est-ce qu'on voit aux départementales suivantes? C'est que dans ces villes-là, ils continuent à faire de bons scores. L'erreur de la gauche face à ça, ça a été de dire, regardez ce qu'ils font, il faut les démasquer, il faut dire ce qu'ils étaient en train de faire. Mais les gens sont d'accord avec ça. Donc la bataille culturelle, c'est pas de dire, regardez, le Front National est en train de respecter son programme. La bataille culturelle, c'est de dire, au nom de quoi on considère que c'est inadmissible que les enfants dont les parents ne travaillent pas puissent pas aller à la cantine. Et ça, c'est un discours beaucoup plus difficile à porter. C'est-à-dire que la façon simple de faire, c'est de dire, il faut démasquer le FN. La façon compliquée de faire, c'est, camarades, on va sur le terrain en expliquant pourquoi c'est inadmissible, au nom de quoi c'est inadmissible et pour qui c'est inadmissible de considérer que les enfants n'ont pas le droit d'aller à la cantine, quelle que soit la situation sociale de leurs parents. Donc c'est un combat à mener de longue haleine. Je suis d'accord. Et je vais compléter peut-être pour nuancer un peu ce que je disais. C'est une vision du monde, celle de l'extrême droite, qui exerce une séduction forte parce qu'elle n'a pas été confrontée récemment à la réalité, à l'exercice du pouvoir. Il y a en quelque sorte une rente de virginité politique pour le Front National et ses satellites, qui leur permet de dire un peu ce qu'ils veulent sans être ramenés à un bilan. D'autant plus que le référent historique qu'on avait l'habitude d'utiliser contre eux, c'était évidemment lié à la Seconde Guerre mondiale. C'est un souvenir qui s'est éloigné, c'est une mémoire dont s'est coupé dans le discours au moins le Front National. Donc on a aujourd'hui une espèce d'astre politique qui ne peut pas être ramené ou de plus en plus difficilement à ce souvenir-là, et encore moins à une expérience récente du pouvoir national. Donc évidemment, quand on est soi-même aux responsabilités et qu'on a justifié pour le coup d'actes concrets accomplis au pouvoir, c'est très compliqué. Il y a une question... Oui, allez-y. Donc l'idéologie du FN apporte en quelque sorte des réponses simples à des questions compliquées. Est-ce que c'est vraiment possible de combattre ça intellectuellement? Et si on a parlé beaucoup de la faillite de la gauche au niveau des idées, mais est-ce qu'on peut parler aussi d'une faillite du champ politique en général? Voilà. Sur ce que la première question vous posez, ça je vais
ça rejoint un peu ce que je disais à l'instant, à savoir, oui, idée simple, sans doute, peut-être moins simple qu'on l'imagine, hein, le discours qu'a tenu Marine Le Pen aux universités d'été de son mouvement à Fréjus en septembre me semblait assez intéressant, parce qu'il y avait dans ce discours un effort de théorisation, un côté doctrinal qui était, je trouve, assez nouveau chez elle. Donc il y avait un début de théorisation de la place de l'individu de la société dans le monde, de la France. C'était d'un meilleur niveau qu'on ne l'aurait imaginé intellectuellement, vraiment. Donc ça aussi, ne pas sous-estimer, ne pas les prendre pour des idiots. Ce ne sont pas des idiots, ce sont des gens qui réfléchissent aussi. Donc, idée simple, c'est compliqué de tout ramener à ça. Mais oui, ce que je disais, c'est que idées en tout cas qui ont l'avantage de ne pas pouvoir être comparées, ramenées, confrontées à leur mise en pratique. Voilà. Donc forcément, elles partent avec une énorme marge d'avance sur des idées qui, elles, se sont heurtées à des réalités. Donc forcément des idées altérées, des idées endommagées. C'est compliqué, bien sûr. Oui, pardon. Allez-y, pardon. Moi, j'ai une question sur le rôle du journaliste. Tout à l'heure, vous disiez que le but, au final, c'était de remplacer les journalistes et c'est pour ça qu'ils les attaquaient. Et en même temps, au début, dans l'introduction, vous disiez que vous avez un devoir d'impartialité. Mais au final, est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus agressif ? Pas forcément dans la façon d'écrire et pas rentrer dans la vulgarité, mais par exemple ce qu'a fait Spicy avec le conspirationnisme, qui est super lié à la fachosphère, c'était vraiment de s'impliquer en tant que journaliste dans la lutte contre ces idées-là. J'ai pas vu ce documentaire, mais j'ai suivi un peu ce que pouvait faire Thomas Huchon, et ils sont aussi dans le fact-checking, et ça, c'est toujours important, et c'est le travail qu'on a essayé aussi de faire, ou que peut faire aussi le site des décodeurs du monde. Effectivement, et de la même manière face au Front National, en fait, l'important, je pense, c'est de ne pas tenir un discours moral qui ne sert à rien, on en a parlé, mais au contraire, étudier, les prendre au sérieux, et essayer de voir la viabilité de leurs propositions, et pour le cas par exemple d'Alain Soral ou d'autres personnes, de démonter ces théories complotistes. Et moi, j'ai pas mal d'amis qui sont dans le corps enseignant, c'est un travail qu'ils font aussi avec les élèves en début d'année, de montrer que voilà, les propos qu'il peut tenir sur le protocole des sages de Sion, sur les grandes... ça revisite, la lecture qu'il fait de l'histoire, il faut lui opposer justement des contre-arguments, et c'est finalement assez simple, parce que c'est assez simple lorsqu'on se rapproche, lorsqu'on fait appel à des universitaires, à des faits, de répondre à ces propos. Donc oui. Et pour compléter ce que tu dis, je ne voudrais pas donner l'impression qu'on propose vis-à-vis de l'extrême droite une forme d'indulgence. Voilà, c'est pas ça l'idée, c'est pas d'être gentil avec eux, c'est pas d'être compréhensif pour le plaisir d'être compréhensif avec eux plus qu'avec d'autres. Nous on pense que la seule façon de faire du bon journalisme sur l'extrême droite, c'est d'appliquer les mêmes standards qu'aux autres. Il n'y a pas de raison évidemment d'être plus indulgent avec eux qu'avec les autres. Il n'y a pas de raison d'être moins exigeant avec les autres qu'avec eux. Et si on choisit cette position-là, c'est-à-dire celle de leur taper dessus, hein, tout simplement, on va leur donner des armes excellentes pour renforcer la stigmatisation de la presse dont on parlait à l'instant, et pour appeler à se débarrasser de nous et à aller voir ailleurs si on y trouve plus d'honnêteté. Voilà, donc nous on pense que le meilleur moyen de travailler sur eux, c'est encore d'informer sur eux, c'est-à-dire de rapporter des faits, de donner le genre des choses sur lesquelles travailler, des choses à mouliner, des éléments, des noms, des épisodes, et après, aux gens qui veulent combattre l'extrême droite, de s'en emparer et d'en faire quelque chose d'utile pour leur cause. Voilà. Et nous, on pense qu'en tant que journaliste, on est utile en apportant, en vous apportant, en apportant aux militants de l'information. Et quand on milite contre le Front National en tant que journaliste, je ne sais pas trop si on convainc beaucoup de monde au-delà des gens déjà convaincus, mais je sais qu'on informe souvent moins bien. Juste un point, par exemple le site F de Souche, durant très longtemps, il affichait sur
sur son site, sur sa page d'accueil, une petite vidéo où ils avaient fait un montage qui montrait en fait tous les articles qui étaient à charge sur eux. Et ils l'utilisaient en fait pour convaincre leurs militants, leurs lecteurs, voilà, que c'était le site qu'ils ne veulent pas que tu visites. Ils avaient même fait des t-shirts. Et leur but, c'était justement de dire attention, vous voyez, ils ne veulent pas que vous visitiez notre site parce que c'est là où se trouve la vérité. Et à chaque fois qu'il y a des propos ou des adjectifs qui sont jugés stigmatisants ou péjoratifs, ils les mettent en avant dans leur titraille de leurs articles, justement parce que ça apporte la cohésion qu'ils n'ont pas forcément entre eux. On a interrogé des lecteurs de ces sites, et au début, ce n'est pas forcément des convaincus, mais à force de subir ce formatage, de dire voilà, les médias ne veulent pas que vous visitiez notre site, et de montrer en fait le traitement moral que peuvent faire les médias, et ben, ils finissent par les convaincre. Monsieur. Oui, bonsoir. Je crois qu'on ne peut que souscrire à ce que vous avez envisagé sur une sorte de faillite de la pensée. Mais ne pensez-vous pas que ce phénomène est renforcé par le fait que la gauche a déserté un certain nombre de valeurs sur lesquelles il ne fallait pas faillir? Je pense par exemple à la laïcité, qui est un chantier qui a été délaissé et dont naturellement, la nature ayant horreur du vide, d'autres s'en sont emparés. Je pense aussi à la sécurité, à la sûreté, qui est la première des libertés et qui a été une valeur sur laquelle qu'on a abandonné aussi. Je pourrais aussi disserter sur la fiscalité de l'impôt sur le revenu, par exemple, qui est un impôt essentiellement républicain et qu'on a oublié de remettre en vigueur lors de la dernière échéance présidentielle. Que pensez-vous de cela, s'il vous plaît? C'est peut-être une question pour Sarah. Ce que je propose, c'est qu'on organise une conférence sur la responsabilité de la gauche face au FN. En janvier, février, ça tombe bien, j'écris là-dessus. Mais non, mais parce que voilà, donc ça je le ferai, mais vraiment là, je pourrais répondre sur 2-3 sujets, parce qu'en gros, je partage. Un avis peut-être parce que je peux disserter, mais vraiment c'est vrai que je préférais qu'on s'intéresse au livre. Mais oui, enfin juste non, c'est pour dire direct, juste un mot là-dessus parce que voilà, moi je viens animer le débat, mais effectivement quand on ne donne pas sens à des valeurs, c'est-à-dire que moi je veux plus entendre parler de vivre ensemble, par exemple. Moi je fais partie des gens, je suis confuse, et je peux plus utiliser le terme de vivre ensemble comme je peux plus utiliser le terme de valeur si on ne dit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si elles ne sont pas incarnées, si à un moment on ne dit pas ce qu'elle... Une valeur, c'est quelque chose qui vaut. Une valeur, c'est quelque chose qui a un coût. Donc c'est quelque chose qui doit être compris, qui doit être entendu, qui doit pouvoir être compris de chacun. Et aujourd'hui, la question des valeurs, comme la question de la laïcité, parce que pour moi la laïcité, ce n'est pas une valeur, la laïcité c'est un cadre juridique. Après on peut disserter sur beaucoup de choses, ça a une inspiration philosophique, voilà, mais je ne m'inscris pas tout à fait dans le fait que la laïcité soit une valeur, c'est un cadre juridique qu'il faut savoir respecter. Mais tant qu'on ne donnera pas à ces notions-là une incarnation en disant ce que c'est de manière réelle et concrète, je pense que c'est compliqué de les utiliser parce que du coup, c'est comme un mot qu'on se donne les uns les autres sans... c'est juste une enveloppe et une enveloppe vide. Et du coup, effectivement, il y a une dévitalisation et c'est le premier qui remplit l'enveloppe qui gagne le mot. Et donc, en l'occurrence, c'est le Front National qui peut, en remplissant une enveloppe, gagner la bataille sur l'appropriation de ces valeurs. Et juste pour compléter, c'est vrai qu'il y a des expressions qu'on entend beaucoup, valeurs de la République, vivre ensemble, chance pour la France. On les entend tellement et on peut avoir tellement le sentiment qu'elles sont devenues un peu vides, que ce sont des mots valises qu'on brandit, mais sans leur donner vraiment un contenu, qu'elles sont devenues à l'extrême droite un objet de dérision et que les mots valeurs, que les mots vivre ensemble, les mots pas d'amalgame sont devenus des expressions qu'on sort parmi l'extrême droite pour rire entre soi, quoi. Voilà, ce sont devenus des objets de dérision. C'est même pas devenu des choses contre lesquelles ces gens, sur lesquelles ils débattraient, auxquelles ils s'opposeraient, c'est des choses dont ils rient, parce que c'est vrai que la manière dont elles sont parfois utilisées peut être risible. C'est quand F de gauche? Alors, il y a un truc qui s'appelle F de branche. Voilà, c'est quelqu'un qui a lancé un site pour dire tout ce qui va bien avec l'immigration, donc il fait juste l'inverse de F de souche. Ça existe. David, tu voulais apporter un complément? Alors, et encore une question? Oui, allez-y, monsieur. Je voulais poursuivre sur l'échange tout à l'heure sur la bataille culturelle.
D'abord, merci à la Fondation Jean Jaurès de faire tout ça, parce que c'est une réponse, ça. Absolument. Et j'ai remarqué qu'il y a un article publié par Le Monde sur le discours de Marine Le Pen il y a 2 jours. Jean Jaurès est cité plein de fois là-dedans. Donc, vous voyez, ça commence à être réutilisé par d'autres, c'est important. Mais à mon avis, ça va, si on est dans une perspective un peu plus que l'année prochaine, il faut se rendre compte de ce qui se passe aussi en Hongrie ou en Pologne, où on voit le gouvernement réécrire l'histoire, réécrire les manuels, dans un sens abracadabrant. Donc c'est important que cette bataille culturelle se fasse. J'entendais par exemple, c'était cité à France Inter dans le journal de 1 heure, que Orban explique que l'Union européenne est en train de devenir à la Hongrie ce que l'URSS était avant, par exemple. On arrive à des outrances phénoménales, quoi. Et Orban n'est pas officiellement l'extrême droite, hein, il y a encore plus à droite que lui en Hongrie, mais quand même. Et puis il y a des choses comme ça en Pologne de la même manière, peut-être dans d'autres pays. Donc en fait, cette bataille culturelle, elle peut se prolonger assez loin dans l'espace des idées et assez loin dans le temps. Donc, ne désespérons pas non plus. Il y a beaucoup d'intellectuels qui travaillent dans la gauche, qui peut-être ne sont pas assez entendus. Moi, j'aurais tendance à dire, le défaut qu'on a, ou l'erreur qu'on a pu faire, c'est d'oublier qu'on avait toutes ces ressources qui étaient disponibles, toutes ces personnes qui pensent et qui écrivent. On a un peu négligé ça, effectivement, plutôt pour la gestion que pour la pensée. Mais les ressources, on les a. Il n'y a pas de quoi être quand même totalement désespéré non plus. Sur votre dernier point, les ressources, on les a. Et c'est vrai qu'elles sont parfois elles restent un peu sur l'étagère. Et c'est comme ça que quelqu'un comme Gramsci devient l'auteur fétiche de pas mal de gens à l'extrême droite. Le discours dont vous parliez, c'est celui que je mentionnais il y a quelques minutes, celui qui a été tenu à Fréjus début septembre. Et s'il peut faire l'objet d'une analyse sur 4 pages dans Le Monde, c'est que c'est un discours qui donne à penser. C'est un discours qui appelle à être analysé et décortiqué, et je crains qu'on ne puisse pas en dire autant de beaucoup d'autres discours tenus dans beaucoup d'autres partis. Donc ce ne sont pas des gens idiots, ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui sont en train de construire quelque chose, et il faut le prendre au sérieux. Voilà ce que m'inspire votre remarque. Bonjour, Amine Boubaker. Au fait, moi je voulais vous parler de l'autre fachosphère, celle de Croa, Palamza, et malheureusement je me rends compte parfois, souvent, quand malheureusement j'ai eu à aller sur ces sites pour faire un petit peu aussi mon enquête, c'est que de trouver des relais sur ces sites qui sont antisémites, intégristes, islamistes, où on reprend des discours de Jean-Marie Le Pen, de Soral, et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait vraiment des liens entre eux, ou c'était juste dans un sens, ou c'était dans les 2 sens. Voilà. Alors, des liens entre les sites antisémites, intégristes, islamistes, et la fachosphère, enfin, ce que j'appelle l'autre fachosphère, oui, celle des intégristes vous avez islamistes. raison, parce que l'antisémitisme est une ligne de clivage assez nette dans cette famille. Ça remonte à loin, disons pour faire simple, qu'à l'extrême droite, on peut distinguer de longue date 2 tendances. Vous avez des gens qui vont récupérer la vieille tradition antisémite de l'extrême droite française. Vous avez des gens qui, au contraire, vont être dans une démarche plutôt pro-israélienne, parce que bien souvent anti-arabe, voilà, qui vont voir dans Israël une espèce de pointe avancée de l'Occident au Moyen-Orient, une jeune nation en armes, hein, à défendre à tout prix. Donc ce clivage-là, il existe, il se transpose aujourd'hui dans la fachosphère, et là, pour le coup, on disait que ce sont des gens qui parfois ne pourraient pas travailler ensemble. C'est particulièrement vrai autour de ce clivage-là. On en donne un exemple, c'est que Alain Soral, antisioniste, entre 3 guillemets, antisémite on va le dire, et Pierre Sautarel, lui plutôt pro-israélien, ils se sont mis sur la gueule. C'est-à-dire qu'à une époque où ils étaient tous les 2 au Front National, un jour ils étaient dans la même salle, ils se sont croisés, et pour une raison, il y en a un qui a commencé à taper sur l'autre. Voilà. Donc ce sont des gens qui ne s'aiment pas, ce sont des gens qui ne pourraient pas travailler ensemble, et ce sont des gens pour lesquels la question du rapport au judaïsme est pour le coup une ligne de clivage réelle, quoi. C'est pas juste un artifice. Ce qui m'intéresse, c'est les sites islamistes qui font un peu le lien avec l'antisémitisme a cette propriété étonnante de réussir à faire travailler ensemble des gens qui a priori pourraient n'avoir pas grand chose à faire entre eux. Donc c'est pour ça qu'on voit poser sur plein de photos Dieudonné
Et puis Frédéric Chatillon, qui est issu de l'extrême droite la plus radicale, qui est un ami de Marine Le Pen, et qui affiche un antisionisme virulent. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on voit sur la liste antisioniste présentée à de récentes européennes par Soral et Dieudonné, on les voit poser avec un représentant de l'islam chiite, et puis on les voit poser aussi avec un rabbin, qui est un peu le rabbin de service, voilà, mais qui a pour particularité d'être un rabbin antisioniste, parce que suivant l'idée partagée par certains juifs radicaux, voilà, qu'Israël n'aurait pas la vocation à être rétabli avant le retour du Messie. Voilà. Donc il y a une fonction coagulante de l'antisémitisme qui effectivement donne lieu aux alliances a priori les plus improbables, sauf sur cette plateforme commune qui vraiment, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez ancien, qui donne lieu aux rencontres les plus surprenantes. Il nous reste une vingtaine de minutes. Oui, 25 minutes. Alors il y a une personne, une dame au fond, et ensuite là, d'accord, ok. Oui, alors je m'appelle Madeleine, je suis étudiante en journalisme. Et moi, je voudrais revenir sur le moment où vous avez dit que pour vous, le Front National, je m'adresse plus aux journalistes de Libération, que pour vous, le Front National devait être un parti traité comme les autres. Voilà. Et je me permets d'exprimer mon avis pour prononcer ma question. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont Libération traite le Front National, c'est-à-dire que pour des gens qui vont aller sur les sites comme F de Souche, les sites de réinformation, vous ne traitez pas le Front National comme les autres. Je pense notamment à ce que vous avez voulu lancer, c'est-à-dire un œil sur le front. Je ne sais pas si ça a été fait. Voilà, c'est en cours. Voilà, d'avoir spécifiquement un service, des articles dédiés à l'observation donc du Front National. Alors peut-être pour leur répondre, je ne sais pas de quelle manière ce sera fait. Je sais qu'il y aura des articles d'universitaires, mais c'est déjà une manière. On va regarder le Front National parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Et je pense aussi à certains articles. Ceux qui lisent la fachosphère ne lisent pas forcément Libération, ou alors ils vont lire les titres. Et il y a un des titres où je me souviens, il y avait un discours de Marine Le Pen. Et le titre de Libé, c'était un article web, c'était « Marine Le Pen a prononcé un discours. Elle n'a rien dit d'intéressant. Ouais. Point. » C'est pas possible. Alors, c'était pas un titre, ça, c'était pas un titre d'un article, c'était quelque chose qui est apparu dans le live de Libération, à savoir une petite colonne ou des fils en continu. C'est ce que voient ceux qui ne sont pas Absolument, abonnés à Libération. mais vous avez raison, et alors, on va dire les choses clairement, moi j'ai trouvé ça stupide. Voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je me défausse pas sur l'auteur, mais je trouve que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, je pourrais broder pendant un peu de temps, mais je vous dis que je n'ai pas trouvé ça très intelligent. Et les titres dont vous parlez, alors c'est vrai qu'il y a des titres qui sont parfois beaucoup plus orientés que les articles. Bon, d'abord, à Libération, il y a une tradition du jeu de mots dans le titre. On peut trouver ça marrant ou pas, mais c'est là depuis toujours. Ça ne va pas changer, c'est plus ou moins réussi, mais voilà, c'est comme ça. Il se trouve que les titres ne sont pas non plus écrits par les journalistes. Ils sont écrits par des éditeurs, ça vous le savez sans doute, mais peut-être que des gens ne le savent pas. Le rédacteur rend son article, et après il est relu, il passe entre plein de mains, notamment celles de gens qui vont le corriger, qui vont le donner une titraille. Donc ils vont trouver un titre selon l'inspiration du moment, peut-être parfois selon leur sensibilité. Donc il arrive que le rédacteur soit plus ou moins satisfait du titre qu'on a mis à son article. Des fois c'est bien et drôle, des fois c'est moins bien et moins drôle. Je conçois que ça puisse agacer des gens, parfois ça m'est arrivé de l'être aussi. Bon, c'est comme ça, mais cela dit, moi l'avis de gens qui ne lisent que les titres des articles, je ne vais pas dire qu'il ne m'intéresse pas beaucoup, mais il n'est pas en haut de ma pile, quoi. Voilà. Si vous n'êtes là pour lire que les titres, lisez des tweets, lisez des articles. Dans les articles, il y a des informations, il y a les gens qu'on a rencontrés, il y a les choses qu'on a vues, la substance est là, elle n'est pas dans il y a un raisonnement, la substance n'est pas dans les 100 signes qui composent nos titres. Donc si vous vous arrêtez là, je comprends que vous puissiez être gêné, mais posez-vous aussi des questions sur votre rapport à l'information. Voilà. Excusez-moi. Oui ? Oui, le titre c'est la vitrine, et encore une fois, il y en a des réussis, il y en a des beaucoup moins réussis, des drôles, des pas drôles, des titres factuels, des titres moins factuels. Je comprends qu'ils puissent déranger. Je comprends que ça paraisse des fois contredire ce que j'avance sur la nécessaire objectivité quand on en parle. C'est des titres qui ne sont pas entre les mains des rédacteurs. C'est des titres qui, à Libération, obéissent à un cahier des charges un peu particulier, qui est toujours celui d'être un peu décalé, d'avoir un jeu de mots. Donc parfois ça force à des acrobaties qu'on n'aurait pas forcément à faire si on était au Monde ou ailleurs, où les titres sont très, très factuels. Cela dit, alors, je suis d'accord avec vous là-dessus, ça peut être gênant.
Là où je suis moins d'accord avec vous, c'est pour dire que sur un titre, on pourrait juger le traitement qu'un journal a d'un parti. C'est pas vrai. Si vous vous arrêtez au titre pour dire Libération traite mal le FN, ben vous avez mal raisonné. Vous n'avez pas lu l'article, vous n'avez pas lu le raisonnement, vous n'avez pas accédé aux informations qu'il y a dans le papier et vous ne pouvez pas avoir un jugement raisonné sur la façon dont a travaillé Libération sur le FN. Je dis vous, c'est pas vous, hein, c'est un vous collectif, mais voilà, vous avez un peu raison et je pense que j'ai un peu raison aussi. Et pardon, je n'ai pas répondu sur l'observatoire, excusez-moi. Oui, alors, une question qu'on nous pose. Vous êtes un observatoire, vous allez mettre la loupe sur le FN, vous le stigmatisez. Alors l'observatoire, c'est avec la Fondation Jean Jaurès. On va y associer quelques-uns des meilleurs chercheurs sur le sujet. Tant qu'il n'existe pas, je comprends qu'on se pose des questions sur à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va être un marteau pour taper fort sur la tête de Marine Le Pen? C'est pas ça. On considère que c'est un sujet vraiment très très important. On considère qu'il faut y apporter beaucoup d'attention, donc on va donner un emballage spécifique au sujet. On va regrouper sur une même plateforme tout ce qu'on fait d'habitude sur le Front National et on va y ajouter les analyses de chercheurs qui vont être dans une démarche non pas militante mais universitaire. Ils vont faire ce qu'ils font, c'est-à-dire ils vont analyser, ils vont mettre en perspective, ils vont commenter, mais ils vont apporter de la connaissance, ils vont apporter de l'intelligence. Donc ce n'est pas un outil militant contre le Front National, c'est un blog thématique, comme il y en a beaucoup. Il y a des blogs thématiques sur toutes sortes de sujets qui sont adossés aux grands médias. Le Monde a plein de blogs. Libération avait beaucoup de blogs thématiques, on a moins aujourd'hui. Mediapart en a, tout le monde en a. Donc nous, on a fait un blog thématique sur le Front National qui va être en quelque sorte un point de rendez-vous. Voilà. Si vous cherchez des informations et toutes les informations sur le FN et sur l'extrême droite, vous les trouverez regroupées au même endroit et enrichies de différentes analyses. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir sur ce blog un traitement différent de ce qu'on fait d'habitude dans Libération. Monsieur. Et après on en prendra une dernière peut-être. D'abord, je vais redire ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que je remercie beaucoup la Fondation Jean Jaurès de vous avoir invité et je vous remercie beaucoup pour ce travail qui me semble tout à fait important et intéressant. Ensuite, je voudrais relever une chose sur un point de vos propos tout à l'heure concernant la cathosphère, Guillaume de Thieulois et tout ça, parce que je voulais juste rappeler que les catholiques et la politique, c'est pas que ce monde-là, qu'il y a esprit civique au Parti socialiste, par exemple, et que donc la cathosphère est mal nommée, même seulement sur Internet, sinon on pense seulement à cette sphère-là. Voilà, c'était juste un petit rappel compte tenu des mots que vous aviez employés. Ça me semble important de le faire. Vous avez absolument raison, pas grand-chose à ajouter. Mais d'ailleurs, un blogueur que vous connaissez sans doute, qui est plutôt un blogueur conservateur qui s'appelle Cause Toujours, regrettait que les blogs les plus importants de cette cathosphère soient des blogs conservateurs, du moins dans l'influence ou la visibilité, dans le poids qu'ils ont sur Internet. Et il regrettait qu'il n'y ait pas plus de blogs alternatifs qui puissent diffuser un contre-message. Oui, allez-y. Voilà, juste une question d'un point de vue international. Il se trouve que moi je vis à Varsovie et dans la victoire surprise du PiS, donc l'extrême droite nationaliste polonaise qui est maintenant au pouvoir et qui a surpris tout le monde, il y a eu notamment le rôle des réseaux sociaux. Ils ont été extrêmement efficaces l'année dernière sur les réseaux sociaux et notamment par le fait qu'ils utilisaient des canaux en faisant exprimer des gens qui n'avaient pas, dans les médias traditionnels, voix au chapitre dans l'expression. Des gens dans les campagnes, des gens plus pauvres que dans les villes. Ma question a été plus généraliste. Est-ce que, est-ce que vous avez d'autres exemples que la France et peut-être la Pologne sur cette montée de l'extrême droite qui est en partie liée au dynamisme et à la stratégie numérique qu'ils ont déployée?
Je vois un exemple, l'alt-right. C'est aux États-Unis, c'est à peu près l'équivalent de la fachosphère aux États-Unis. Un mouvement qui n'a pas vraiment de colonne vertébrale. C'est quelque chose de très épars, avec des idées tout à fait différentes, mais qui est réuni notamment par une vision ethnique de la société et de la hiérarchie sociale, et qui est une nébuleuse qui roule pour Donald Trump, qui a, comme notre fachosphère, ses têtes de gondole bien identifiées, et puis ces petites mains anonymes. Vous trouverez beaucoup de références là-dessus sur la presse américaine, parce que comme la fachosphère ici, c'est un phénomène qui là-bas commence à être assez bien documenté. Oui, il y a encore une question. Donc en fait, je me demandais, on annonce donc Marine Le Pen entre 25 et 30% au premier tour aux élections présidentielles. Et je voulais savoir si dans vos recherches, vous pouviez à peu près savoir combien de pourcents de voix étaient liés à la fachosphère. Est-ce que la fachosphère ramène concrètement des voix au Front National, par exemple, parce que des gens de 18 ans, 20 ans qui vont voter pour la première fois vont voter Front National parce qu'ils ont essentiellement été chercher leurs informations sur divers sites de la fachosphère. C'est très difficile d'y répondre parce qu'on n'a pas de données quantitatives, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'une adhésion sur deux se fait via Internet pour le FN. Et des personnes des cadres du Front National qu'on a interrogés dans le livre nous disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul militant FN qui ne va pas sur un site comme F de souche. Ce qui prouve qu'ils ont une fonction de libération, un effet cathartique, comme on le disait. C'est vrai que durant longtemps, lorsqu'on votait FN, on avait une forme de culpabilisation. Dominique l'a dit, on n'osait pas forcément l'assumer dans son milieu social, dans son milieu professionnel. Et Internet a permis justement une libération de la parole, pour ces gens de se sentir, d'autres personnes qui vivent dans différents endroits géographiques de France, mais qui pensent la même chose. Effectivement, ça accompagne l'acte militant. Parce qu'à partir du moment où on milite en ligne, à un moment, on finit justement par passer le cap du réel et s'investir. Et je pense qu'il y a, hormis l'exemple du Front National, mais toute la génération de la Manif pour tous, elle s'est construite aussi sur Internet, elle s'est construite sur différents sites, et elle a été ensuite dans la rue. Et donc je pense que oui, ça y participe, mais on n'a pas de données chiffrées sur le phénomène. Pas de données chiffrées, mais des anecdotes. Au Front National, il y a des recrutements qui se passent sur Twitter. C'est-à-dire que vous avez notamment dans l'entourage de Florian Philippot des jeunes qui prennent contact avec soit Philippot lui-même, soit son entourage via les réseaux sociaux, après avoir échangé avec eux des blagues ou des réflexions. Et puis le premier rendez-vous, souvent, est proposé en message privé sur Twitter. Voilà. Donc c'est un bon exemple de la façon dont Internet facilite la mise en relation entre l'offre et la demande. En l'occurrence, entre la recherche par le Front National de jeunes collaborateurs et puis l'offre de gens qui viennent proposer leurs services. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Alors je vais vous laisser, avant de conclure, peut-être un ou deux mots, si vous souhaitez dire un ou deux mots avant de... On prend un brûle pour point. On vous remercie beaucoup. Oui, on vous remercie tous. On espère avoir répondu correctement à vos questions qui étaient intéressantes. Si ce n'est pas le cas, je crois qu'on va rester encore un petit peu devant l'entrée et on est prêt à prolonger la discussion. Merci encore. Merci. 3 choses rapidement.